Bonjour à toutes et à tous. L'Association des journalistes parlementaires reçoit à présent Florent Boudier, député Renaissance de Gironde, rapporteur du projet de loi sur l'immigration qui devrait occuper une bonne partie de nos échanges. Nous sommes retransmis en direct vidéo sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de m'adresser un salut fraternel à notre président Ludovic Faux. Et nous sommes aussi un live tweet avec Stanislas qui assure ce service. Florent Boudier, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et la première question va vous être posée par Chantal Didier. Oui, bonjour. Le projet de loi immigration est passé en commission. Il a été adopté 35 voix sur 16. Oui. On pourrait en conclure que les jeux sont faits. Il me semblerait que ce ne soit pas tout à fait aussi évident. En particulier, le Rassemblement national a voté contre, donc pas question d'espérer une abstention. Est-ce que vous pensez toujours, comme le ministre de l'Intérieur, que vous pourrez vous passer du 49.3 ? Bon, d'abord, bonjour à toutes, à tous. Merci pour votre invitation. Non, mais regardons d'où l'on vient. Il y a 3 semaines. 3 semaines. La question était de savoir si nous sortions du Sénat avec un texte et si le Sénat allait accepter le principe d'une politique publique en France de régularisation ciblée, notamment dans les métiers en tension. Bon, on est parti de cette situation. Et en sortie du Sénat, on a un texte, pas tout à fait celui que l'on souhaitait, ça n'a échappé à personne. Et l'on a une politique ciblée de régularisation qui est validée par les sénateurs LR, et je les salue d'avoir été au bout de cet effort. Au point d'ailleurs que s'est développée une forme de relation épistolaire entre le président du groupe LR au Sénat et les députés LR ici, ce qui montre qu'il y avait nécessité d'explications internes. Et puis en commission, je pense que le travail a été fait à la fois conforme à ce que le ministre et moi-même avions annoncé, c'est-à-dire il y a toute une série de sujets qui n'ont pas à trouver leur place dans ce texte. La ME, oui. Les déminigales d'État, on a un rapport qui a été rendu lundi matin, qui fait un certain nombre de préconisations. Il y aura sans doute un calendrier d'examen de ces préconisations dans les mois à venir. On va y revenir. On peut le supposer. Tous les éléments relatifs au Code civil sur la nationalité, bon, qui très clairement sont plutôt de l'ordre du débat présidentiel. J'imagine qu'on aura ce genre de débat pour 2027, parce que ce sont des éléments fondamentaux. C'est qu'est-ce qui fait nation, voilà. Qu'est-ce qui fait communauté nationale. Je ne suis pas sûr qu'il fallait traiter ce sujet au détour de quelques amendements parfois débattus nuitamment au Sénat, parce que ce sont des éléments quand même fondamentaux. Et puis il y avait des éléments qui nous paraissaient, au-delà de l'irrecevabilité constitutionnelle, cavalier législatif, pas acceptable. Je prends un exemple. Interdire l'hébergement d'urgence à toute personne en situation irrégulière. Bon, c'est plutôt favoriser les campements extérieurs. Donc les problèmes de salubrité, les problèmes de sécurité, quand il y en a. Et c'est c'est couper de toute forme d'accompagnement, en tout cas en termes d'hébergement d'urgence, des personnes qui précisément sont celles qui en ont besoin. Bon, on était en droit de dire que c'était une disposition qui ne nous paraissait pas ni convenable sur la forme, irrecevabilité, ni sur le fond. Et je pense aussi aux prestations sociales non contributives, interdites pendant 5 ans pour toute personne en situation régulière. Alors même que certaines d'entre elles, pour le coup, contribuent, cotisent, apportent leur contribution à l'effort de solidarité nationale par leur propre contribution. Et puis donc sur le reste, je pense que nous avons trouvé des compromis. C'est mon rôle. Il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Il y a des avis divergents, parfois au sein du groupe Renaissance, on ne les cache pas, vous les connaissez. Parfois entre groupes de la majorité présidentielle, ça existe aussi, il faut les traiter. Et donc j'ai essayé de les traiter, c'est le cas sur le 4 bis, donc sur la régularisation dans les métiers en tension. Vous avez vu qu'au fond, le dispositif proposé fait plutôt l'assentiment collectif. Il n'y a pas le sentiment qu'il y ait des protestations considérables. Donc c'est un pas important. Et puis à force de mobilisation en commission des lois, de compromis parfois subtils, mais c'est le rôle d'un rapporteur général, effectivement on atteint le chiffre de 35 contre 16. Avec, vous parliez d'un groupe qui a voté contre, mais moi je ne regarde pas vraiment cela. Mon premier job, c'est de vérifier que la majorité se retrouve autour d'un texte. Oui, et c'est d'expliquer, je vais finir par là à votre question,
au modéré des oppositions qu'il faut y regarder à deux fois avant de dire je ne voterai pas ce texte. Parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous pourrons revenir, mais quand on s'attaque au modèle économique, à l'écosystème, autour de l'irrégularité d'un certain nombre de ressortissants, je ne sais pas qui à gauche peut considérer que ce sont des dispositions inacceptables. Quand sur les articles 9 et 10, mais on y reviendra, ou 13, on affiche et on compte mettre à exécution des dispositifs de très forte fermeté, je ne vois pas pourquoi d'autres, dans l'hémicycle, ne l'accepteraient pas. Voilà, donc plutôt satisfaisant. Bien sûr, ça ne préjuge pas de la situation dans l'hémicycle. Elle est à la fois plus théâtralisée, plus conflictuelle, ça n'échappe à personne. On n'est pas dans le cadre feutré, encore qu'il y a eu quelques incidents, je vous rappelle, de la commission des lois. Donc ça, c'est ce qu'on verra dès la semaine prochaine. Oui, mais est-ce que vous pensez que vous arriverez à convaincre LR, parce que c'est suffisamment de députés LR pour que vous ayez la majorité à l'Assemblée? Et d'abord des débats aussi, bon, quelle durée, parce que personne ne croit plus que ce sera fait avant Noël. Mais je crois que les députés LR, d'abord, sont-ils unis? Sont-ils totalement homogènes sur le sujet? Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a encore débat au sein même du groupe LR ici, entre celles et ceux qui considèrent que ce texte pourrait tout à fait être acceptable à leurs yeux, celles et ceux qui sont plutôt dans la lignée de la conférence de presse des deux présidents de groupe et du président du parti, et qui sont dans une logique, on va dire, voilà, de rupture, au fond, par principe, par nature, un peu existentielle, un peu identitaire, parce que c'est leur survie politique, manifestement, qui est en cause, et ceux qui seraient prêts à dire ni oui, ni non. Bon. Mais alors, quelle est votre estimation aujourd'hui sur Moi, je n'ai pas à avoir d'estimation. Simplement, non, je n'ai pas à avoir d'estimation. Pas à ce stade. On aura des estimations en cours de séance. Bien sûr qu'on aura une comptabilité précise de nos estimations en cours de séance. Pour l'instant, on n'est pas encore en séance. Moi, je constate simplement qu'il n'est pas toujours facile pour un député issu de la gauche modérée et pour un député issu de la droite modérée d'expliquer pourquoi il est contre ce texte. Je vois que ce n'est pas simple. Et en commission des lois, on l'a vu, très peu de députés LR présents. Moi, je ne veux pas leur jeter la pierre, hein, chacun a son emploi du temps, mais enfin, 2 députés le vendredi à 2h30, pas considérable, avec 2 avis divergents, 2 votes pas tout à fait identiques, un vote contre, un vote pour. Bon, ça montre plutôt, me semble-t-il, l'état du groupe LR à l'Assemblée nationale. Donc au fond, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Avec un ultramarin. C'est plutôt LR qu'il faut répondre, auquel il faut répondre à cette question. Anita. Oui, vous dites on ne sait pas, etc. Mais ce matin, le président du Sénat a dit qu'en l'état actuel, le texte qui est sorti de la commission n'est pas acceptable pour LR. Vous en pensez quoi? Ça ne m'a pas échappé, mais ce n'est pas la première fois. D'abord, on est dans la phase... Il souhaitait un texte... On est dans la phase d'avant-séance. Je vous rappelle que la phase d'avant-séance du Sénat, c'était il n'y aura peut-être pas de texte en sortie du Sénat, il n'y aura, et c'est 0 régularisation. Dans la même temporalité, hein, c'est-à-dire le mardi, le mercredi qui précédait le lundi de l'arrivée du texte dans l'hémicycle. Donc on est en cette phase. Bon, moi, dans cette phase, j'attends pas des uns et des autres des propos apaisants ou des mains tendues officiellement. Bon, donc c'est pas le sujet. Par contre, la réalité, c'est celle que je viens de dire. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le groupe LR n'est pas tout à fait homogène sur ce sujet. Ça a commencé dès la commission. Donc la question de savoir ce qu'ils feront, je pense que c'est à eux qu'il faut la poser. En dépit des effets de communication assez forts, assez nets, qui se sont répétés aujourd'hui même. Il n'y a pas que le groupe LR qui vous pose des difficultés sur ce projet de loi. Il y a aussi à l'intérieur de la majorité des voix divergentes qui se font entendre, et notamment à Horizon, qui aurait été tout à fait enclin à voter la version du Sénat. En tout cas, c'est ce que nous avait expliqué Laurent Marcangeli. Est-ce que vous considérez que le texte aujourd'hui, tel qu'il est acceptable pour Horizon, et est-ce qu'il y a d'autres éléments de discussion qu'il faut avoir dans l'hémicycle avec eux? Oui, il y a 2 éléments. Alors la première question, est-ce qu'ils sont en accord avec le texte? Mais la réponse, nous l'avons eue vendredi, puisque le président Marcangeli est par ailleurs responsable du texte pour le groupe Horizon, et il a voté pour le texte, ainsi que tous les membres d'Horizon présents en commission des lois, et ils étaient nombreux, ils étaient même au complet. Donc on a la réponse. Je
pense que à la fois au groupe Renaissance, au groupe Modem, au groupe Horizon, chacun a le sentiment qu'il est parfois nécessaire de faire des compromis. Moi, ça s'appelle la responsabilité du pouvoir, hein, ni plus ni moins. Sur de futurs ajustements, on verra. J'entends qu'il y a des discussions sur le délit de séjour irrégulier, ça ne m'a pas échappé, sur le cas échéant l'article 4 bis encore, peut-être des éléments qui viseraient à le resserrer. Bon, on va en discuter. En tout cas, on a une base de compromis plutôt forte, celle adoptée par la Commission des lois, alors même qu'il y a quelques semaines, la question était de savoir si la majorité réussirait à sortir vivante quasiment de ce texte, fracturé ou pas. Bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Bon, après, chaque pas. Moi, c'est mon rôle. Je verrai bien comment les choses se passent dans les prochains jours. Le dépôt des amendements, ça ne vous a pas échappé, c'est jeudi 17h. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un certain nombre de discussions. Mais ces discussions, pour l'instant, se sont passées dans un cadre plutôt serein et beaucoup plus apaisé que ce que l'on anticipait. En tout cas, certains de vos confrères. Perrine. Bonjour, Perrine Vasse pour BFM TV. En fait, dans ce texte, on a quand même l'impression que c'est vraiment le climax du en même temps, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on commence au Sénat pour flatter la droite et faire un texte un peu plus dur. Après, on vous met en commission, vous qui venez plutôt des rangs de la gauche. Et même dans les compromis que vous devez faire, moi, j'arrive pas à comprendre comment vous y arrivez. Vous avez hier, par exemple, un député Modem qui nous disait en conférence de presse c'est encore un peu trop durci pour nous, notamment sur l'étranger malade, il faut qu'on aille un peu plus loin, il faut qu'on soit un peu plus souple. Et puis vous avez les Républicains aujourd'hui qui font une conférence de presse en disant c'est le texte du Sénat que le texte du Sénat. Certes, ils ne sont pas tous alignés, mais quand même très globalement, dans tous les constats qu'on fait en leur parlant, il n'y en a pas beaucoup qui sont favorables aujourd'hui. Donc on ne sait pas trop comment ça arrive jusqu'à un vote. Dans le grand écart que vous devez faire des concessions aux uns et aux autres. Vous dites, on se posait beaucoup la question de la majorité. En réalité, on ne s'est jamais trop posé la question sur votre majorité. En tout cas, les observateurs qui connaissent un peu le sujet se posaient moins la question sur votre majorité, qui, globalement, ils allaient tous dans le même sens, même si vous aviez une petite dizaine qui était un peu plus à gauche. Mais sur les oppositions et vos partenaires de majorité, concrètement, comment vous faites pour trouver un accord qui satisfasse tout le monde? Aujourd'hui, j'ai du mal à le voir. Alors, est-ce qu'on ne cherche pas un accord qui satisfasse tout le monde? Sinon, ça ne s'appelle pas l'Assemblée nationale, ça. C'est autre chose. C'est une autre démocratie, mais ce n'est pas la nôtre. Donc moi, je ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord. Bon, je constate que le Sénat a effectivement alourdi très fortement la barque d'un certain nombre de mesures dont il sait pertinemment qu'elles n'ont rien à faire dans ce texte. C'est-à-dire qu'elles ne passeront même pas 10 secondes de la discussion constitutionnelle quand elle aura lieu et quand il sera saisi. L'AME est typique. L'AME, vous savez, ça va se passer comme ça, elle ne sera pas dans le texte. Il y a une note qui est rendue à nos juges constitutionnels avec tous les éléments qui, par nature, doivent être absolument écartés parce que c'est une évidence. L'aide médicale d'État, la nationalité, toutes ces choses-là, les 29 dispositions que nous avons supprimées pour l'essentiel sont dans ce cadre-là. Ça n'échappe à personne, pas même au Sénat. Donc ça, c'est tactique de la part du Sénat. Et puis ensuite, il y a les points sur lesquels nous avons accepté de discuter. Pas pour trouver un accord entre tous, mais simplement en disant là, c'est un sujet sur lequel nous pensons en effet qu'il faut avancer. Je donne un exemple. Titre étranger malade. Est-ce que c'est une disposition majeure dans notre dispositif migratoire? Pas du tout. On est à 3950 titres. Je rappelle que le bénéfice de l'AME, c'est beaucoup plus. C'est plus de 350 000 personnes en situation irrégulière. Donc est-ce que c'est majeur? Non, c'est relativement faible. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière ou qui seraient à l'étranger? Le titre étranger malade? Non, ce sont des personnes qui résident en France. Bon, déjà, ça change la nature de la discussion. Ce ne sont pas des personnes qui, aujourd'hui, sont à l'étranger, qui auraient des difficultés de santé et que l'on accepterait de faire entrer sur le territoire national pour les accompagner sur le plan médical. Pas du tout. Ce sont des personnes qui résident habituellement en France. Est-ce qu'il faut conserver le dispositif tel qu'il a été inventé dans les années 80 par la France? Et la France est avec la Belgique les deux seuls pays au monde qui proposent ce titre étranger malade. Il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Italie, au Portugal, etc. Est-ce qu'il faut garder l'esprit initial? Oui, à l'époque, c'est inventé pour la prise en charge du VIH. À l'époque où la France commence à disposer de la trithérapie, là où beaucoup d'États, y compris au sein de l'Union européenne, n'en disposent pas. Il faut garder ça, c'est indispensable. Bon. Est-ce que par contre, on ne peut pas aller regarder un certain nombre de dispositions qui aujourd'hui rendent possible
des choses qui n'apparaissent pas tout à fait conformes à l'esprit même du titre étranger malade. Oui, je pense qu'il faut y aller. Exemple, vous pouvez être de nationalité nord-américaine, canadienne ou États-Unis, et bénéficier du titre étranger malade en France, parce que vous résidez habituellement ici. Est-ce que c'est conforme à l'esprit? Non, c'est pas conforme. Au prétexte que nous avons une assurance maladie qui prendrait en charge la disposition d'accompagnement médical tout au long de la pathologie. Bon, moi j'ai dit, on est prêt à regarder ça. On a aujourd'hui un certain nombre de ressortissants de nationalité géorgienne qui sont dialysés en France. C'est un vrai sujet, la dialyse. Mais est-ce qu'en Géorgie, il y a absence d'offre de soins sur les dialyses? Non. Est-ce qu'il y a gratuité des soins en cas de dialyse? Oui. Bon, est-ce que, par conséquent, on peut regarder ces effets-là? Bon. Vous pouvez aussi avoir un résident de nationalité, enfin, peu importe la nationalité, de pays tiers, issu par exemple de l'Afrique subsaharienne, qui réside habituellement en Allemagne, mais qui réside aussi habituellement en France. Tout à fait possible. Hein. Vous pouvez avoir un titre de séjour qui vous permet d'aller d'un pays à l'autre. Bon. En Allemagne, il ne pourra pas obtenir de titre étranger malade s'il a une pathologie lourde. Et donc il va parfois le demander en France. Est-ce que c'est juste? Alors que l'offre de soins en Allemagne est aussi performante que l'offre de soins en France. Donc moi je regarde les effets de bord. Et autre exemple pour terminer là-dessus, pardon d'être un peu long, mais sur la question des transports. On a un vieux débat depuis la loi SRU de 2000 sur le fait que la tarification sociale dans les transports d'au moins 50% est imposée, est obligatoire, pour les autorités organisatrices de transport sur seule condition de ressources. Bon. Et donc, il y a un certain nombre de personnes en situation irrégulière qui bénéficient automatiquement de la tarification sociale dans les transports d'au moins 50%. Est-ce qu'il faut regarder des éléments peut-être plus justes d'appréciation de cette situation, en intégrant la condition de régularité, c'est ce que nous avons fait en commission des lois, mais en considérant que la femme enceinte, par exemple, doit pouvoir aller à l'hôpital. C'est une évidence, je pense que tout le monde est d'accord sur ce genre d'objectif. La personne qui, demain, déposera sa demande de régularisation au terme du 4 bis doit pouvoir se rendre en préfecture. Bon. Donc on va essayer d'ajuster en disant, bon, l'automaticité générale et absolue d'une tarification sociale pour toute personne en situation irrégulière, est-ce que c'est juste au regard, par exemple, de la personne en situation régulière qui bénéficie par conséquent du même tarif? Bon. Est-ce que par contre, je pense que ce n'est pas tout à fait juste, et donc est-ce qu'on peut ajuster sur des situations de vulnérabilité? Voilà ce qu'on a fait. Ça ne s'appelle pas chercher l'accord DLR, c'est simplement dire il y a des dispositions qui nous paraissent parfois tout à fait discutables. Mais n'est pas discutable la proposition d'un amendement LR qui a été déposé en commission des lois, et ils le savent très bien, qui consiste à intégrer dans le Code des étrangers que le Code des étrangers ne voit pas s'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'existe pas. Le législateur français ne peut pas décider d'un article dans le Code qui dit ce Code, il n'est pas concerné par la Convention européenne des droits de l'homme. Ça serait inconstitutionnel. Par nature. Oui. Juste un point sur la régularisation dans les métiers en tension. Est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif qui sort de la Commission est un dispositif qui fait l'objet d'un consensus, d'un compromis qui serait à sanctuariser? Il ne faudrait pas y revenir parce qu'on a atteint l'équilibre sur ce sujet, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore matière à négocier, à discuter sur ce point? Je pense que c'est pas mal ce qui a été fait. Le dispositif initial, c'était vous êtes en situation régulière, vous avez une condition de 3 ans de résidence en France, vous avez travaillé 8 mois au cours des 24 derniers mois, vous avez une automaticité d'accès au titre de séjour métier en tension. Le dispositif Sénat, c'est vous êtes dans la même situation, c'est plus 8 mois, c'est 12 sur 24 mois, un petit détail, c'est pas très grave, et ensuite c'est le préfet qui décide au cas par cas. Bon. Entre l'automaticité totale et le contrôle systématique, mais comment dire, parfois le fait du prince, on sait qu'il y a des inégalités d'application de la circulaire Valls telle qu'elle existe aujourd'hui. Moi j'ai proposé qu'à tout moment le préfet puisse dire stop s'il y a des menaces à l'ordre public, s'il y a des agissements contraires aux principes et valeurs de la République. Et d'ailleurs je me suis fondé en cela sur la définition que le Sénat en fait, des principes et valeurs de la République, à l'article 13 qu'il a lui-même réécrit. Donc les principes sont très bien définis, ils ne sont pas flous. On peut y ajouter d'autres conditions. C'est l'automaticité sous réserve de... Oui, moi j'ai entendu que certains députés LR souhaitaient ajouter la condition du casier judiciaire. Ouais, pourquoi pas?
c'est pas quelque chose tout à fait, qui viendrait percuter l'objectif central de l'article 4 bis. Bon voilà, est-ce qu'on peut ne pas toucher ? Est-ce qu'on peut retoucher, pardon, c'est possible, mais dans le cadre qu'on vient d'atteindre, parce que je ne veux pas qu'on revienne sur l'automaticité, et je ne veux pas qu'on revienne sur le pouvoir discrétionnaire du préfet. Oui, bonjour, Adrien Calan de l'AFP. Sur ce sujet-là, il y a une question de borne de temps. Je crois que vous avez poussé jusqu'en 2028 ce dispositif. Je pense que la droite va réclamer de réduire fortement. Est-ce que vous êtes prêt à négocier là-dessus ? Et par ailleurs, Gérald Darmanin a parlé éventuellement d'une barre de nombre, d'une forme de quota maximum par an de régularisation. Est-ce que vous êtes ouvert à cette proposition ? On verra ce que donnent les débats en séance. Voilà, la cible quantitative, hein, ça c'est le terme techno pour dire quota. Je ne vois pas trop ce que ça apporte. C'est quoi le bon chiffre ? Personne ne sera d'accord sur le chiffre. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes des quotas tout court. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait à l'issue des 10 000 et unième ressortissants qui donc, par le seul fait du seuil, ne l'atteindrait pas. On aurait sans doute des contentieux un peu complexes. Bon, moi je ne suis pas fermé, mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Sur votre autre question, c'était sur la borne de temps. Oui, moi je trouve légitime de dire le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres au mois de février 2023, si mes souvenirs sont exacts. Ça fait donc une dizaine, entre 10 et 11 mois, quasiment, au moment où on va finir le texte. Donc on peut tout à fait repousser la borne de temps qui était au 31 décembre 2026. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le dispositif régularisation, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait bien apprécié, il y a à la fois une condition de présence en France de 3 ans, et puis il y a la borne de temps au 31 décembre 2026 au départ, 28 au sortir de la commission, peut-être qu'un an au total serait pas mal, 2027, on verra. Bon. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement aucune personne présente actuellement dans son pays d'origine ou de transit qui ne pourra demain bénéficier de cette disposition. C'est-à-dire que pour peu que la théorie de l'appel d'air existe, ce qui est en soi contestable, en tout cas par une partie de l'opinion publique ou des observateurs, pour peu qu'elle s'applique et qu'elle existe vraiment, quoi qu'il en soit, elle ne peut pas concerner ce dispositif, puisque le cumul de la borne dans le temps et de la résidence régulière de 3 années consécutives fait que si nous prenons la borne de temps du 31 décembre 2028, ce qui a été voté en commission des lois, ça veut dire que les personnes qui pourraient en bénéficier en 2028 devraient être arrivées sur le territoire national au 31 décembre 2025. Et si nous prenons la borne de temps de 2027, ce que je proposerai peut-être en séance, on verra les discussions, dans ces conditions, ce serait au 31 décembre 2024. Bon. Donc vous voyez la réalité des publics ciblés. On ne peut pas considérer qu'il y a là une théorie de l'appel d'air pour peu qu'elle existe. Oui, bonjour. Vous parlez des métiers en tension, donc oui. Effectivement l'hôtellerie, enfin beaucoup de points, une liste a été déposée. On parle maintenant de métiers en tension dans l'éducation nationale, puisque le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il manquait de personnel, il faudrait recruter, alors même qu'il y a une semaine dans le PLFSS 2024, on retire 2700 postes dans l'éducation nationale. Donc est-ce que les étrangers métiers en tension pourront faire appel à ces postes ? À l'heure actuelle, contrairement à ce que vous avez dit, mais vous n'êtes pas le seul à le dire, donc je vous rassure, hôtellerie-restauration ne fait pas partie de la liste nationale des métiers en tension. Alors, ça ne veut pas dire que si vous habitez la Gironde, ce qui est un très beau département, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des métiers en tension en hôtellerie-restauration au Cap-Ferré, ou en face sur le bassin d'Arcachon, Arcachon en particulier, ou dans le Bordeaux-Centre. Voilà. C'est un peu moins vrai à Libourne, dans l'intérieur des terres. Donc ce que l'on veut faire là-dessus, donc la réponse à votre question sur l'éducation nationale, c'est que la liste des métiers en tension, elle est nationale, elle est consultée avec les organisations représentatives, syndicales, et elle n'a pas vocation à concerner la fonction publique, de façon générale. Bon. Mais si ça devait être un jour le cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce que l'on souhaite par contre faire, et à la demande très, très forte et justifiée du groupe Lyot en particulier, c'est que nous puissions avoir une liste au plus près des réalités locales.
Donc le groupe Lyot nous demande, et nous avons donné satisfaction dès la commission des lois, mais on va aller un peu plus loin, je pense, pour la séance, faire en sorte que la liste soit départementale, alors qu'aujourd'hui elle est nationale, et de faire en sorte que la liste soit confrontée à un certain nombre d'acteurs de terrain qui vont pouvoir dire, là il y a une statistique régionale, puisque les statistiques ne sont pas départementales, mais régionales, vous dites que ce n'est pas en tension, mais nous on constate, voilà, par exemple, Cap Ferré, au littoral girondin, qu'il y a des métiers en tension dans l'hôtellerie, la restauration. Donc on veut confronter vos analyses statistiques, qui sont un peu plus macro, et notre travail consulaire, partenaires sociaux, chambre d'agriculture. Et donc on va sans doute déposer un amendement, enfin le groupe Lyot, sur ce plan pour que la liste des métiers en tension soit confrontée à une commission départementale qui donnera un avis consultatif a priori et qui permettra de confronter encore une fois les statistiques Pôle emploi INSEE avec les réalités constatées par les consulaires, les CCI. Ça, je pense que ça, c'est une innovation parce que vous voyez à quel point aujourd'hui la liste étant nationale, elle est de fait déconnectée d'un certain nombre de réalités locales. Et donc si on veut vraiment répondre à travers le 4 bis à le fait de sortir des personnes de l'irrégularité tout en répondant à nos besoins économiques, il faut descendre au plus bas des réalités locales. C'est ce qu'on va essayer de faire à travers cet amendement qui est en cours de préparation. Juste une petite question supplémentaire. On cherche 8000 plongeurs pour les Jeux Olympiques. Oui. Pour l'instant, ils ont beaucoup de mal puisqu'ils en ont recruté que 300 et quelques. Donc voilà, ça fait partie des métiers en tension. Les Olympiques, oui, c'est un peu proche, hein, parce que je pense que je ne sais pas dans quel état sera le texte, sera-t-il promulgué, on verra bien, c'est un peu court pour nous. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire, mais attention, sur des personnes, à propos de personnes qui sont présentes déjà en France, qui travaillent déjà. Et je redis qu'on parle beaucoup de la borne de temps, on parle beaucoup de la liste des métiers en tension, c'est normal parce que c'est au cœur du dispositif. On parle beaucoup d'automaticité, pouvoir discrétionnaire, mais l'élément le plus fondamental dans le 4 bis, c'est l'autonomie de la demande par rapport à l'employeur. C'est ça qui est essentiel. Et ça donne toute sa logique au dispositif. Il s'agit bien de tirer un certain nombre de personnes d'une situation qui crée, dans bien des cas, des rapports de subordination, des rapports d'exploitation. Et on sait que par ailleurs, les employeurs concernés feront l'objet de contrôles pour vérifier s'il y en a plusieurs ou un ou plusieurs, s'il y a des conditions de travail qui sont respectées, si les conditions de salaire sont à la hauteur, considérant que la personne était en situation irrégulière. Et nous avons établi l'autonomie de la demande par rapport à l'employeur, parce que le Sénat, lui, au contraire, avait maintenu l'employeur au cœur du dispositif, parce que sans lui, la régularisation, au terme du Sénat, ne pouvait pas se faire. Et ça, je pense qu'on insiste trop peu sur ce sujet, fait que vraiment l'essentiel du dispositif, c'est bien sûr la régularisation, c'est bien sûr les critères qui permettent d'accéder, mais c'est de retirer la personne du lien de subordination, parfois d'exploitation, dans laquelle elle est tenue. François Gervais, Horizon Politique. Concrètement, pendant les débats qui vont être intensifs, quelle est votre marge de manœuvre pour essayer de trouver ces compromis dont vous parlez au sein de votre majorité macronienne, vis-à-vis de Lyot et d'autres? Quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que vous suivez les indications de Darmanin ou est-ce que vous avez une possibilité vous-même de peser là-dedans? Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? En tout cas, je crois avoir compris que le fait de me demander d'être rapporteur général correspondait à mon caractère. Il faut savoir dire non quand on est rapporteur général. Il faut savoir dire oui aussi. Donc la marge de manœuvre, elle dépend évidemment de la capacité à tenir tête parfois à ses propres camarades au sein de la même formation politique, parfois aussi à les écouter pour comprendre où sont les lignes de fracture possibles, bien sûr. Au groupe partenaire de la majorité, bien sûr, même chose avec le ministre de l'Intérieur. Donc moi j'écoute, parfois je dis oui, parfois je dis non. C'est normal, c'est mon rôle. C'est déjà pas mal long là. Hein, ça dure déjà depuis pas mal de temps déjà, hein, je vous assure. Donc ça peut durer encore 3 semaines, ce sera le cas, oui, en effet. Alors ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire on verra jeudi à 17h en particulier
nos capacités d'examen jusqu'au 22 décembre. Hein, s'il y a 4500 amendements, ça va être un peu compliqué. Il faudra ouvrir le week-end déjà. Peut-être le samedi 23. Je m'avance, ça n'a pas été décidé. Mais en tout cas, la question se posera peut-être d'avoir 3 jours supplémentaires. Non, je pense que le choix qui est le nôtre, et là, on est assez homogène, me semble-t-il, sur ce sujet, c'est de considérer que s'il devait y avoir une logique d'obstruction, ça n'a pas été le cas en commission. Il n'y a pas eu de logique d'obstruction en commission d'aucun groupe d'opposition. Mais s'il devait y avoir une logique d'obstruction pour la séance, notre réponse la plus adaptée me semble être de devoir continuer de débattre au mois de janvier. Pourquoi pas ? Est-ce que vous pouvez justement nous donner davantage d'éléments de calendrier ? Parce qu'il pourrait y avoir, comme vous venez de l'évoquer, cette discussion prolongée, mais ça n'achèvera pas l'examen et on ne sera pas encore au moment de l'adoption définitive. On s'attend à ce qu'il y ait donc cette seconde lecture, une CMP, ça nous mène jusqu'à quand ? Et comment vous voyez le scénario global de la discussion ? Il y a un scénario idéal d'abord. Le scénario idéal, nous sommes le 22 décembre, il est autour de 3-4 heures du matin. Nous sommes tous sur nos sièges à attendre la fin du débat et à y participer, dans un climat, j'espère, le plus assuré et apaisé possible. Et on passe au vote, en la forme solennelle. Possible. Bon. Et puis la CMP, elle a lieu... Elle n'a pas lieu, je pense, avant la mi-janvier, voire la 3e semaine de janvier, parce qu'il faut discuter quand même entre l'adoption du texte et la CMP pour tenter qu'elle puisse être conclusive. Donc ça, c'est le scénario idéal. On débat jusqu'au 22, on conclut, on vote, ou on vote en... Je dis voter en la forme solennelle parce que un vote solennel reporterait probablement le vote au 16 janvier. Parce qu'on ne peut pas siéger le 24, le 25, voilà. Donc si on devait faire un vote solennel classique, qui est programmé, comme vous le savez, alors on voterait sans doute beaucoup plus tard, peut-être 2, peut-être 3 semaines plus tard. Donc sans doute est-il préférable d'avoir un vote à la forme solennelle dans la foulée de la discussion. On avait fait ça d'ailleurs sur la loi Collomb, pour celles et ceux qui se souviennent. Ça, c'est le scénario idéal. Et puis ensuite, il y a le scénario plus compliqué. Il y a des logiques de ralentissement des débats, voire d'obstruction. Le 22 décembre, on constate qu'il reste 1500 amendements. C'est pas atteignable. On ne va pas siéger entre Noël et le 1er novembre, c'est une évidence. Et donc on reprend lors de la reprise de l'activité parlementaire, c'est-à-dire soit la semaine du 15, mais il faudrait donc avancer d'une semaine le calendrier, soit la semaine du 22, qui est le calendrier actuel. Et donc ça veut dire une CMP plutôt mi-février. Si elle est conclusive, on aurait la lecture des conclusions de la CMP dans les jours qui suivraient. Mais je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a tellement d'inconnus. Nicolas. Oui, on essaye de vous suivre, et c'est pas très simple, hein, c'est compliqué. J'étais sûr que vous alliez terminer comme ça. Du coup, je me demandais quand même comment vous espérez convaincre l'opinion publique que vous réalisez des avancées considérables et du côté de la fermeté et du côté de l'intégration. Ouais. Sachant que quand on prend les mesures, il y en a une, elle reçoit plutôt une approbation, mais globalement, vous êtes considéré comme ne faisant rien du tout. Voilà. Bon, mais c'est sympa comme question. Non, mais vous êtes un peu dur avec moi, parce que je me suis contenté pour l'instant de répondre à vos questions. Et donc quand vous dites qu'on essaie de me suivre, moi j'essaie de suivre les questions. Et donc mes réponses sont adaptées aux questions qui me sont posées. Si vous voulez maintenant parler du fond, écoutez, faire en sorte qu'on limite de façon drastique toutes les protections dont bénéficient un certain nombre de ressortissants de nationalité étrangère. Parce que par exemple, ils sont parvenus sur le territoire national avant l'âge de 13 ans. Pardon de vous le dire, mais personne ne l'avait fait. Et même il y a 20 ans, il a été fait le contraire, en élargissant les protections. Bon, c'est considérable. C'est-à-dire que toute une série de sujets qui viennent parfois comme ça percuter l'actualité, ou faire le débat, ou le clivage, qui sont sujets à beaucoup de conflictualité, seront réglés par ces dispositions qui sont les articles 9 et 10. Dire on retire un titre de séjour parce que la personne n'a pas respecté les principes de la République, c'est pas rien quand même. Pardon, mais ça n'a jamais été fait. Je dis bien qu'il s'agit de retirer un titre de séjour, de refuser son renouvellement, de ne pas le délivrer, évidemment,
si des agissements contraires aux principes de la République sont constatés, sont définis sur la laïcité, sur l'égalité homme-femme, sur l'absence de discrimination, que sais-je encore. Ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, c'est dans le prolongement du texte séparatisme de 2021. Bon. S'attaquer, par ailleurs, à l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour des étrangers en situation irrégulière, à ce point, de façon systématique, ça n'a jamais été fait. On va aller criminaliser les passeurs. On va s'attaquer aux dirigeants et aux organisateurs des réseaux de passeurs, qui aujourd'hui n'étaient même pas concernés par le code pénal. Bon. On va aller toucher l'habitat indigne de façon très forte, y compris d'ailleurs au bénéfice parfois de ressortissants en situation irrégulière. C'est-à-dire que si les victimes de conditions d'habitat indignes, exploitées, y compris d'ailleurs parfois pour aller travailler, parfois avec des personnes qui sont en lien avec le propriétaire lui-même de l'appartement, ce sont des réseaux parfois qui se tiennent, il pourra lui-même demander un titre de séjour, comme étant victime de situations inacceptables d'exploitation de la misère humaine. Et par ailleurs, une lutte sans merci vis-à-vis des marchands de sommeil. Bon, je donne quelques exemples, là, je ne vais pas faire tout le texte avec vous. Enfin, ce sont des mesures qui sont extrêmement fortes. Dire nous assumons, et le Sénat l'a dit avec nous, une politique de régularisation très ciblée, à la fois pour nos besoins économiques et pour tirer de l'illégalité, de l'exploitation un certain nombre d'individus, c'est pas fréquent. Enfin, je veux dire, la dernière fois que ça s'est fait, c'était sous Jospin. Circulaire d'ailleurs, pas la loi, chevènement. Et au total, de mémoire, on doit avoir atteint à l'époque quelque chose comme 80 000 régularisations. Bon. Donc il me semble quand même que sur ce sujet, vous parliez tout à l'heure, Madame de DLR, moi j'attends de savoir pourquoi les articles 9, 10 et 13 en particulier pourraient ne pas satisfaire celles et ceux qui, il y a une vingtaine d'années, ont élargi les protections et expliquent parfois matin, midi et soir qu'elles sont d'un laxisme irrecevable. Et j'aimerais comprendre comment un député socialiste, il ne vous a pas échappé il m'est arrivé par le passé de l'avoir été moi-même, qu'un député socialiste pourrait refuser à la fois de lutter, je le disais, contre les passeurs, les marchands de sommeil, de tirer de l'illégalité un certain nombre de ressortissants qui aujourd'hui travaillent, ont parfois même des contrats de travail, cotisent à ce titre, y compris pour une retraite qu'ils ne toucheront pas. Bon, je pense qu'il n'est pas toujours facile de répondre non, et de façon catégorique et définitive, à ce texte. Hélène. Oui, j'espère que vous m'avez mieux suivi, là. J'espère que vous m'avez mieux suivi. Bon, bonjour monsieur, excusez-moi. C'est vrai qu'on a un peu de mal à vous suivre, c'est parce qu'on n'entend pas toujours très bien ce que vous dites, alors qu'on est très près, même si on est très près. Bon, voilà. Simplement, on n'a pas encore parlé du droit d'asile. Récemment, il y a une enquête qui a été publiée, je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou dans le Figaro, je ne sais plus exactement, et qui montrait le nombre de personnes qui se voient refuser le droit d'asile qu'ils demandent quand ils arrivent en France, et après, le recours traîne pas des mois et des mois, des années et des années, au point qu'il y avait un chiffre qui avait été donné et qui était pour plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont à la recherche du droit, en attente de leur droit d'asile, qui leur est refusé. Il y a énormément d'organismes qui acceptent de les recevoir et éventuellement de plaider leur cause. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine-là ? Oui, alors, je vais essayer de parler plus près du micro. Centaines de milliers, je vais vérifier ce chiffre, il me paraît très excessif. En réalité, nous avons chaque année autour de 130 000 demandes d'asile, pour 55 000 protections accordées. 130 000. Pour être précis, l'année dernière, nous avons 137 000 demandes d'asile. 134 000 qui sont traitées par l'OFPRA, parce qu'il y en avait quelques-unes qui n'étaient pas, qui étaient tout à fait irrecevables tout de suite, et 56 000 décisions de protection. Bon, ça, c'est la réalité des chiffres. Tout l'enjeu, c'est ce qu'on avait commencé de faire avec la loi Collomb, qui a fonctionné sur bien des aspects, puisqu'aujourd'hui, l'OFPRA décide en 5 mois, là où autrefois, il décidait en 9 mois, voire 12 mois. Toute la logique, c'est de faire en sorte que
le ressortissant issu d'un pays qui lui assure quasiment à 100% qu'il ne bénéficiera pas du statut de réfugié, puisse être traité dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Le ressortissant de nationalité albanaise, moi je n'ai évidemment rien contre les Albanais, mais le ressortissant de nationalité albanaise ne recevra pas le titre de réfugié. Voilà. Sauf très grande exception. S'il habite des zones rurales très reculées de l'Albanie, où la vendetta, par exemple, fonctionne encore, avec des effets de discrimination. Bon, ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc là, il faut qu'on traite cette situation très vite. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on veut que l'OFPRA soit dans les territoires. On veut décentraliser l'OFPRA. Ça, c'est une disposition très importante du texte. On veut que l'OFPRA puisse faire prendre la demande d'asile tout de suite et pas attendre 21 jours. On doit envoyer aujourd'hui la demande d'enregistrement, d'introduction de la demande par voie postale, sur un papier. Bon, on veut le faire tout de suite en préfecture. Il y a des personnes d'ailleurs qui sont formées pour essayer de comprendre le parcours migratoire des uns et des autres. On veut gagner 3 semaines. Bon, c'est important. Et on veut aussi multiplier et faire du juge unique à la CNDA en cas d'appel, et tous les rejets font l'objet d'un appel quasiment. On veut que le juge unique soit systématique. Aujourd'hui, c'est la collégialité qui est le principe. Demain, ce sera le juge unique. Un ressortissant de nationalité afghane va recevoir à 92 ou 93% la protection. Parce que la situation dans le pays le justifie quasiment dans toutes les situations. On peut juger à juge unique, et ça va beaucoup plus vite. À juge unique, c'est 5 semaines, au lieu de 6 mois, en collégialité. Collégialité, c'est un juge et 2 assesseurs. Le juge unique, c'est un juge tout seul. De la même façon, je parlais du ressortissant de nationalité albanaise. Un juge unique, en quelques semaines, 5, peut faire tout à fait le point sur sa situation pour dire s'il y a un problème particulier qui justifierait qu'il ait ou pas le statut de réfugié. Donc on a des situations un peu étonnantes en France. On est le seul pays de l'Union européenne à avoir une seule Cour nationale du droit d'asile, unique, et avoir un seul organisme, en tout cas centralisé, qui gère la demande d'asile, l'OFPRA. Donc on va le décentraliser, on va le mettre au plus près, j'allais dire, pardon pour le terme, des flux, à la fois donc sur le traitement au fond de la demande d'asile à travers des agents de l'OFPRA qui prépareront le travail d'exploration de son parcours migratoire pour savoir si on lui accorde ou pas le statut de réfugié, et faire en sorte que la CNDA ait des chambres territorialisées, là aussi pour être plus vite. Et puis il y a d'autres mesures que je peux détailler, mais qui sont par exemple faire de la vidéo-audience, un recours technique plus systématique. Il y a des situations où on peut tout à fait traiter, qui ne sont pas complexes, où on peut tout à fait traiter par la vidéo-audience. Là aussi, ce sont des gains de temps. Honnêtement, toutes ces dispositions dont je parle, moi j'ai conscience que les Français ne seront pas passionnés par ces dispositions, de la même façon qu'ils ne seront pas passionnés par la réforme du contentieux des étrangers avec les OQTF. Mais là, ce sont des dispositions de célérité, de rapidité, qui sont extrêmement importantes. Perrine. Pendant la commission, pour rebondir un peu, il a beaucoup été question dans les débats de dévoiement du droit d'asile, notamment du côté de la droite et du Rassemblement national. Et il y a une députée de votre majorité, Stella Dupont, qui était intervenue à juste titre, il me semble, en expliquant que le dévoiement du droit d'asile était aussi du fait peut-être qu'il y avait très peu de filières d'immigration économique dans notre pays, et peut-être faudrait-il développer ces filières d'immigration économique. Alors, je sais bien que ce n'est pas vraiment sur quoi porte ce texte, mais est-ce que selon vous, c'est quand même une réflexion qu'il faut avoir pour la suite? Oui, il y a un aspect qui est intéressant dans ce que dit ma collègue Stella Dupont, mais qui correspond à ce que nous voulons faire. C'est qu'en effet, nous sommes sans doute, contrairement à un certain nombre d'expressions de partis politiques, notamment aux extrêmes, nous sommes sans doute trop peu ambitieux sur les migrations économiques. C'est-à-dire celles qui sont, je parle bien de personnes qui remplissent un certain nombre de conditions très précises pour exercer dans notre pays toute une série d'activités. Bon. Nous sommes aujourd'hui à 51 000 titres par an, sur à peu près 320 330 000, en tout cas pour l'année dernière, de titres qui sont au motif de migration de travail, migration économique.
c'est sans doute assez peu. Oui, je pense qu'on peut être beaucoup plus ambitieux, y compris parce qu'on a des besoins économiques, parce que c'est une question d'attractivité. Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, le choix de l'exécutif est à la fois d'être très offensif sur les visas étudiants. On est à 108 000, avec une très forte augmentation. Le président de la République a fixé un objectif de 500 000 visas étudiants en 2027. Et une immigration économique qu'on peut faire monter en puissance, et qui n'a rien à voir avec la liste des métiers en tension. C'est un autre sujet. Par contre, on ne peut pas non plus faire comme s'il n'existait pas des voies de dévoiement du droit d'asile. Il y a très clairement un certain nombre de ressortissants issus de pays qui ne pourront jamais donner accès au statut de réfugié et qui vont arguer de la demande d'asile pour essayer de trouver une option d'installation dans le pays. Ce sont des faits qui sont tout à fait, comment dire, connus. Est-ce que c'est l'essentiel? Ça a pu être le cas. Lorsque la loi Collomb est débattue en 2017-18, la première nationalité de demande d'asile, c'est la nationalité albanaise. Là, il y a un effet très clair de dévoiement de la demande d'asile. Ouais, nous étions d'ailleurs allés avec le ministre de l'Intérieur de l'époque à Tirana, rencontrer le Premier ministre d'alors pour voir comment on pouvait fonctionner d'État à État, parce que c'était évident que d'abord c'est un pays démocratique, c'est un pays qui est en plein développement économique mais qui est vraiment développé, c'est un pays qui est aux portes de l'Union européenne, et il n'y a pas de raison, sauf exception vraiment très précise, je donnais quelques exemples tout à l'heure, pour accorder le statut de réfugié. Un ressortissant sénégalais, par exemple. Le Sénégal est une démocratie. Bon, avec parfois ses fragilités. On verra d'ailleurs comment la situation se déroule au mois de février prochain, c'est l'élection présidentielle. De façon générale, un ressortissant sénégalais peut difficilement se prévaloir de catégories qui donnent accès au statut de réfugié. Mais dans certaines conditions, oui. Parce qu'il y a des effets de discrimination au regard, par exemple, de l'orientation sexuelle. L'homosexualité est un crime au Sénégal, dans le code pénal. Et donc il y a parfois des situations qui doivent être regardées. Mais de façon générale, un ressortissant sénégalais qui vient en France demander l'asile, il y a très peu de chances qu'il puisse obtenir le statut de réfugié. Et donc là, il y a parfois une forme d'utilisation de la procédure d'asile et de l'obligation pour la France, mais pour tous les États, d'étudier chaque situation, chaque demande, à des fins parfois dilatoires. Ça existe. L'Afghanistan. Voilà. Oui, si l'on en croit le rapport PISA, il vaut mieux organiser des filières d'apport étrangers de haut niveau, parce que les Français, eux, vont voir leur niveau baisser. C'est vu ça, oui. Hein, donc, enfin, je veux dire, c'est un peu provocateur, mais disons que ce rapport... Là, je sens qu'il y a une transition, là. Ce rapport sur PISA, un autre sujet. est quand même assez catastrophique pour le niveau des élèves français. Bon, votre ministre annonce un électrochoc, mais bon, on a un peu l'habitude des ministres de l'Éducation nationale qui vont tout révolutionner. Est-ce que vous croyez vraiment que Gabriel Attal va réussir à redresser la barre? Oh, d'abord, le classement PISA... On peut toujours casser le thermomètre, oui. Pardon? On peut toujours casser le thermomètre. Non, mais ce n'est pas du tout ce que j'allais dire, au contraire. Vous savez que lorsque a été mis en place le dédoublement des classes, on avait un très fort espoir que lors de la prochaine vague PISA, les chiffres s'améliorent de façon relativement nette. Bon, ça n'est pas le cas. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause le dédoublement des classes, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ça veut dire que parfois les solutions ne sont pas aussi évidentes qu'elles peuvent être préconisées ou les décisions prises. Bon, est-ce que l'effet de la crise sanitaire a son impact? Je pense, parce que vous voyez que dans beaucoup de pays, les difficultés surgissent sur le classement PISA. Oui, mais moins que chez nous. De la crise sanitaire. Oui, effectivement, mais moins que chez nous. Le niveau baisse plus vite et plus fort en France que la moyenne de l'OCDE. Bon, le ministre a fait des annonces hier que moi je trouve plutôt adaptées sur la question des classes de niveau. Bon, de façon des groupes de niveau. Des groupes de niveau, pardon. Je crois qu'il y a un chemin à retrouver
avec en particulier la communauté éducative et les enseignants. Moi, je trouve que beaucoup trop de syndicats, d'enseignants, se vivent parfois en confrontation avec l'État. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Et en même temps, on demande beaucoup à nos enseignants en termes de capacité d'évolution, d'adaptation à des réformes qui sont rapprochées dans le temps. Bon, moi je n'ai pas la solution sur la question de l'éducation nationale. Mais je note qu'il y a aujourd'hui un corps enseignant qui se sent d'une certaine façon acculé par l'accumulation des décisions prises au cours des 10 à 15 dernières années et qui ne semblent pas à leurs yeux avoir donné satisfaction. Et il y a une forme parfois de face à face. Voilà, ma fille est en collège. J'ai quelques échos assez précis de ces enseignants, du climat qui peut régner dans ce collège comme dans d'autres collèges. Et il y a un mal-être enseignant qui est très fort, qui est très puissant, et qui est sans doute aussi un élément de posture un peu défensive. Bon, comment on retrouve le chemin du dialogue? Est-ce que Gabriel Attal s'y prend bien avec cette politique de petits pas qui sont certes fermes, mais qui ne sont pas non plus une grande réforme? Alors petits pas, moi je ne dirais pas, parce que c'est plutôt parfois des pas significatifs, avec une volonté très, très fortement affichée. Oui, je pense que la rentrée s'est plutôt correctement passée. Les annonces d'hier, je pense que si le ministre n'avait pas fait d'annonce, vous auriez été les premiers à dire mais vous ne tirez aucune conséquence d'un classement qui était très attendu et qui est décevant au regard des objectifs qui ont été fixés, notamment avec, je le disais, le dédoublement des classes. Mais je note une communauté éducative, un corps enseignant qui est dans un mal-être de reconnaissance sociale, statutaire, des fonctions qui lui incombent, très lourdes, très larges, de plus en plus larges. Vous voyez, par exemple, au fond, moi j'entends souvent des enseignants dire « tout nous incombe ». Tout nous incombe. On parlait d'intégration il y a quelques instants. Alors, ils sont en première ligne. Moi, je suis dans un territoire où certaines écoles connaissent un très grand nombre de difficultés avec des élèves allophones, par exemple, qui nécessitent un accompagnement. C'est d'une complexité redoutable pour le corps enseignant. Bon. Donc, voilà, comment on retrouve le chemin du dialogue et surtout de la confiance entre responsables politiques et corps enseignants. Ça, c'est tout un enjeu extrêmement complexe, mais sans doute qu'on est au bout de quelque chose. Et moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à Gabriel Attal pour essayer en tout cas de lancer les initiatives qui permettent de débloquer. Mais ça ne va pas échapper. Hier, un certain nombre de propositions qui ont été faites ont été immédiatement contestées par les syndicats. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne approche, la contestation immédiate. Est-ce que c'est pavlovien, là? Peut-être, peut-être. Il y a un autre ministre qui fait des propositions en ce moment, c'est Bruno Le Maire. Est-ce que vous considérez que ce qui est mis sur la table, notamment en matière de droit du travail, marché du travail, est-ce que vous considérez que ça va dans le bon sens? Et est-ce que la majorité est encore en situation de supporter des réformes qui peuvent être conflictuelles, je pense notamment avec les syndicats, l'année prochaine? Bon, là j'aurais tendance à dire... une partie des mois qui viennent est un peu conditionnée par ce qui va se passer sur l'immigration quand même. On verra quel est le calendrier possible après le mois de janvier. Ce qui est certain, c'est que on a besoin pour la deuxième partie du quinquennat. La deuxième partie du quinquennat, c'est après l'immigration, c'est après les Jeux Olympiques. Voilà, c'est après les élections européennes. Sans doute de redéfinir nos objectifs collectifs, redonner du sens à cette seconde partie du quinquennat. Les indicateurs économiques commencent à montrer des signes de faiblesse, pas le cas jusqu'à présent, et la France était plutôt une exception. Je pense qu'il faudra qu'on se redonne des objectifs à la fois économiques et en termes d'emploi. Par quel type de réforme cela passe, pas le moment de le dire, mais est-ce qu'il faut que l'on remette l'ouvrage sur ou le métier plutôt sur l'ouvrage, ou l'ouvrage sur le métier? Oui, je pense. Est-ce que c'est le moment de l'évoquer? Je ne suis pas sûr.
Et pour revenir sur l'immigration, Gérald Darmanin fait la danse du ventre aux élus ultramarins. Est-ce qu'il y a Alors pas ça, des... c'est une opinion, ça, c'est pas une question. Oh, c'est assez clair. Est-ce qu'il n'y a pas un risque anticonstitutionnel, par exemple sur Mayotte, quand il dit que le regroupement familial peut être différent du reste du territoire? Et par ailleurs, juste sur l'immigration, vous disiez en cas d'obstruction, on continue en janvier, mais est-ce qu'en cas d'obstruction, vous ne sortez pas tout simplement le 49.3? Et le cas échéant, est-ce que vous le défendrez sur les plateaux télé? Le 49.3 sur les plateaux télé, alors moi je ne vais pas sur les plateaux télé de façon générale. Donc, mais je pourrais. Non, mais s'il y a une obstruction qui fait que dès la deuxième semaine, on constate qu'il y a une impossibilité d'avancer, il y a un outil, il s'appelle 49.3, pourquoi pas. Bon, je note qu'à ce stade, ça n'est pas, semble-t-il, la démarche adoptée par les oppositions, mais ça peut changer d'ici jeudi 17h, et ça n'est pas le souhait de la majorité. Nous souhaitons aller jusqu'au bout de la discussion, avec y compris la prise de risque du vote. Voilà, on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de raison que nous changions d'avis. Puis après, il y a des circonstances qui font que parfois le 49.3 peut s'imposer. Ce que nous disons, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce texte ici en considérant que notre premier objectif politique était de faire table rase du Sénat. Je pense que ça, c'était une erreur. De la même façon qu'on ne pouvait pas rentrer dans le texte, et on ne peut pas rentrer dans le texte en séance lundi, en considérant que le 49.3 est notre planche de salut. C'est-à-dire, le 49.3 n'est jamais une solution. Et celles et ceux qui considéraient que le 49.3 est peut-être au fond le moindre mal qui permettrait d'épargner, y compris la majorité, sur ses propres divisions, ça peut arriver, se trompent. Parce qu'un 49.3, je pense qu'il aurait des conséquences politiques relativement graves. Donc je déconseille vivement l'usage du 49.3. On peut tout imaginer. Je ne vais pas détailler ce qui peut survenir après un 49.3. En tout cas, il y en a une qui ne semble pas possible, parmi les conséquences. C'est une motion de censure qui serait signée unanimement par les députés LR. Ça, manifestement, c'est une condition qui semble être de moins en moins possible. Je ne crois pas que le groupe LR ait la capacité aujourd'hui de signer à 58 une motion de censure sans qu'il y ait débat interne, au risque donc de faire tomber le gouvernement sur un texte portant sur l'immigration. Mais un 49.3 peut avoir des conséquences de blocage, en particulier, qui doivent nous faire réfléchir à ce que seraient ces conséquences. Je pense qu'il faut aller jusqu'au vote. Donc je termine là-dessus. Donc s'il y a un 49.3, je vous dirai ce que je vous ai déjà dit, que j'y suis opposé. À propos de 49.3, est-ce que vous pensez que le recours du groupe Rassemblement National au Conseil constitutionnel sur le 49.3 qui a été utilisé lors de la session extraordinaire pour un texte budgétaire que conteste, a une chance d'être contesté par le Conseil constitutionnel? Je n'ai pas le sentiment, pour avoir consulté plusieurs amis professeurs de droit constitutionnel en particulier, l'ayant moi-même enseigné pendant quelques années, je n'ai pas le sentiment que ce soit une probabilité, mais voilà, on verra ce que dit le Conseil constitutionnel. Il est le juge suprême, et dans ces conditions, la réponse à votre question, à la question du 49.3, sera réglée. Stanislas, pour une dernière question. Journaliste indépendant. Le Canard enchaîné d'aujourd'hui dit que l'Élysée a envisagé, s'il avait eu dû à remplacer Éric Dupond-Moretti, qu'il avait envisagé votre nom et celui de Sacha Houlié comme possible remplaçant Place Beauvau. Est-ce que ça peut être une... Place Vendôme, pardon. Voilà. Oui. Est-ce que ça peut être... N'allez pas trop loin, quand même. Est-ce que ça peut être une information qui pourrait laisser entendre que vous pourriez être amené à faire des concessions sur ce texte? En lien avec une éventuelle nomination ministérielle. Mais là, c'est extrêmement vicieux. Là, mais là, c'est pas une question, là, non plus. C'est un piège. Non, mais moi, sincèrement, ça m'aide. Voilà, je suis élu depuis 2012. Il se trouve que c'est l'année de mes 50 ans. Je suis assez insensible à ce genre de truc, de façon générale. Et vous ne voyez pas courir ni la visibilité, ni la médiatisation. C'est un choix ancien, assumé. Et donc votre question est amusante, mais elle n'est pas vraiment importante.
Jean-Michel. Simplement pour relancer la question sur Mayotte, où vous n'avez pas répondu. Non, c'est vrai, j'ai pas répondu. C'est important. C'est extrêmement important. D'abord, il y a un premier choix qui a été fait, et c'est important aussi. L'habitude d'un gouvernement et du législateur, c'est de s'en remettre généralement à une ordonnance pour toutes les dispositions outre-mer. C'est pas très correct. On considère que parce que c'est l'outre-mer, au fond, on va régler ça par ordonnance. Alors les techniciens vont se réunir entre eux. Ils ont l'habilitation législative, ils reviennent 3 mois devant l'Assemblée après pour faire valider ce qui a déjà été adopté. Bon, c'est pas très correct. Donc le choix a été fait dès le Sénat qu'il y aurait un titre 6 dédié à l'outre-mer avec un rapporteur qui est le rapporteur, comme vous le savez, Olivier Servat du groupe Lyot, qui permettrait d'aborder dans le dur de la loi les dispositions outre-mer. Est-ce qu'il existe déjà des éléments de différenciation entre le droit applicable dans l'Hexagone et dans certains territoires d'outre-mer? Oui. Et d'ailleurs, nous l'avons fait à la demande de députés ultramarins en 2018 avec la loi Collomb, où il y a eu déjà une adaptation du droit du sol aux considérations notamment de la situation en Mayotte. Bon. Donc, cette différenciation, le Conseil constitutionnel a l'habitude de l'accepter parce que les conditions locales sont tout à fait spécifiques. Moi, je rappelle quand même à Mayotte que la situation est tout à fait explosive. Il faut écouter les députés ultramarins qui se sont exprimés sur ce sujet. Je note d'ailleurs que Mansour Kamardine a voté pour le texte en commission des lois. Est-ce que le Conseil constitutionnel aura clarifié certains points? C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, le principe selon lequel des spécificités locales très puissantes justifient des différenciations sur le droit applicable, ça, d'une certaine façon, c'est relativement commun. Donc je ne vois pas d'obstacle majeur à ce stade. On arrive au terme de cette rencontre. Florent Boudier, peut-être un dernier mot sur une actualité de la matinée. Le président du Sénat, Gérard Larcher, interrogé chez nos confrères de RTL sur le comportement de Jean-Luc Mélenchon. On lui demande si il souhaite que Jean-Luc Mélenchon se taise, et il a ce mot « ferme ta gueule », donc adressé au fondateur de la France Insoumise. Est-ce qu'un président du Sénat doit s'exprimer ainsi? Je dirais qu'un président du Sénat habitué à autant de tempérance doit s'exprimer de cette façon lorsqu'il parle de Jean-Luc Mélenchon, qui le mérite bien, de façon générale. Et au fond, répondre à Jean-Luc Mélenchon avec les mots de Jean-Luc Mélenchon, finalement, parfois, c'est pas mal. Merci, ça sera votre mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce rendez-vous et on vous dit à la semaine prochaine.